J'ai- Alors, bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va dédier le shiur comme d'habitude pour la Refoua Shelema de Imi Morati, Zara Batiza, de Rina Batester, de Yitzhak Ben Esther et de Léa Chaya Batariel. Et Bezrat Hashem aussi, les Nishmat, notre cher ami David Benfrey Hafibi. Et Binyamin, c'est quoi le nom de ton papa déjà? Haïm Nidam Ben Rachel Chaim Nidam Ben Rachel, Bezrat Hashem. et Jamila Janine Bat Miriam. Et Jamila Janine Bat Miriam, Bezrat Hashem. All right, guys. On va. Alors, comme le titre l'a suggéré, guys, on va parler d'un truc de vraiment d'éducation très intéressant. On va discuter un petit peu de l'approche que la Torah elle a par rapport à ce qu'on appelle les corrections physiques, ok? Ou ce qu'on appelle en bon français une tarte, ok? Ou bien une treha. Donc, on va essayer de discuter un petit peu c'est quoi l'approche de la halakha par rapport à ça. Et encore une fois, on ne parle pas juste d'un. Vous allez voir, il y a plusieurs cas différents euh, qu'on va devoir traiter. Et donc, le prof, les enseignants, parents, enfants, on va voir même monsieur tout le monde, qu'est-ce qui arrive. On va voir qu'il y a des différences aussi si, par exemple, il y a une altercation physique qui peut arriver entre un père et un enfant qui est déjà adulte. Vous allez voir, c'est intéressant comme sujet. Alors, Rabotaï. Comme d'habitude, il faut toujours qu'on se mette en perspective. Vous avez tous sûrement remarqué que l'approche dans le monde non juif au niveau de l'éducation, elle a complètement changé par rapport à ce qui se faisait dans les années 70, 80. En d'autres termes, nous, on en a pris des coups quand on était à l'école. Alors, je sais pas pour vous, mais c'était quelque chose qui était complètement acceptable. Et dans certains cas, c'était même un petit peu dérangeant parce que c'était tellement arbitraire que ça manquait de jugeote dans plusieurs cas. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'éducation, vous allez voir que c'est un truc qui est complètement... Bon, d'abord, c'est illégal, déjà. Et en plus, il y a un problème de... La génération, comme vous allez voir, la génération a changé. C'est pas évident de dire que les coups, ça marche aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une question très générale. D'où est-ce qu'on apprend qu'il y a une interdiction de frapper quelqu'un? Ça sort d'où, ça? Ça vient d'où? Et peu importe ce qu'on va dire, on va devoir jumeler ça et dealer avec le fait que dans l'éducation, comme vous verrez, ça a l'air que c'est une exception. On va discuter un petit peu de pourquoi ça serait une exception. Mais avant tout, au niveau théorique, d'où est-ce qu'on apprend dans la Torah qu'il est interdit de frapper quelqu'un? Ça sort d'où? Je vous écoute. Si tu frappes, tu peux tuer. Tu quoi? Si tu frappes, l'extrême, c'est de tuer. Tu ne tueras point. Nice try. Mais si je Pour mets ça une que la petite gifle boxe, de rien, pour si ça je que mets une la petite boxe, gifle de rien du tout, si je mets une petite juive de rien du tout, qu'est-ce qui a dit que je vais finir par atterrir vers un... Ça aussi, c'est interdit. Alors d'où ça vient? C'est quoi le J'ai mécor du... j'ai oublié dans quelle paracha, mais c'était pas celle où on parle de Maké, Ishaviv, Motumat, Maké, chose, Motumat. Il y a toute une Non, liste ça, de. là-bas, c'est un truc qui est en rapport avec Kivud Avahem et le fait qu'un Ah, pas père... seulement les parents, il y avait une liste je pense qu'il y avait une liste Ouais, de personnes dont Maquet, ouais, mais là-bas, on parle d'un meurtre aussi. C'est quelqu'un qui frappe quelqu'un et qui finit par lui ôter la vie. Dans un Mishpatim. de peine capitale. Dans Mishpatim. OK. Alors, regardez, Rabotai. Il y a deux grandes sources principales qui sont vraiment dans les psukim. On va aller les voir très rapidement. Mais la première, vous allez voir, c'est un truc qui est en rapport avec les malkoutes. Ça n'a rien à voir avec le principe. Je vais vous montrer la Gemara tout de suite. Et il y a un cas qu'on apprend de Moshe Rabbeinu aussi qui est intéressant. Alors, allons voir tout de suite la première référence. Regardez ici, Rabotai, dans la référence plus basse ici, regardez ça. Alors, la Gemara, elle dit, Hovel behavero name. Hovel behavero aussi, c'est quelque chose qui peut finir avec des cas de paiement, donc monétaire, parce qu'on compense quand il y a eu un dommage corporel, comme vous savez dans la halakha. Et la Gemara elle dit, ben, si tu dis que quelqu'un qui est hobel behavero, il n'y a pas forcément une notion de paiement qui sera associée, c'est juste dans une hypothèse dans le Talmud.
La Gemara dit, ben, imken bitalta, alors si tu dis ça, tu vas te retrouver à carrément effacer, annuler un des lavim qui est marqué dans la Torah, qui est quoi? Lo Yosif pen Yosif. Alors regardez ce qu'il dit Rachid sur le côté. Rachid dit quelque chose de très intéressant. Je vais juste agrandir que vous le voyez mieux. Regardez ce que Rachid dit. Alors, le passouk d'abord, Lo Yosif pen Yosif, c'est un passouk qui est en rapport avec les Malkout. Si vous regardez dans le côté gauche ici de la page, vous le voyez. Arba'im yakenu, tu dois donner 40 coups et pas plus. C'est le maximum des coups que un beddin peut administrer. Et là, c'est marqué Lo Yosif pen Yosif. Tu n'ajouteras pas de peur que tu ajoutes. C'est-à-dire que tu donnes un coup qui est un petit peu trop et qui risque d'avoir des conséquences graves. Et Rachid il dit de l'autre côté maintenant, regardez du côté droit ici, pen Yosif, Shehu Azrara le Maket Havero. Ça, c'est un lave. Donc, c'est une mitzvah passive, c'est-à-dire que la Torah ne veut pas que tu fasses certaines choses, un comportement déviant en particulier. Et là, elle te demande, elle te dit, tu n'as pas le droit de frapper ton prochain. Donc, d'où tu l'apprends finalement, si on devait résumer très rapidement, eh bien, ça a l'air donc qu'on l'apprend de l'administration des coups que le Beddin, ce qu'on appelle les makot, comme vous savez, on a un traité dans le Talmud entier qui parle de ça. Mais de là-bas, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'ajouter plus que ce qui a été décidé. Donc le maximum, c'est 40 moins 1, 39 coups. C'est le maximum qu'on peut donner. Mais comme vous savez, ça arrivait souvent, par exemple, que un médecin de la cour vienne regarder l'inculpé ou le gars qui était guilty, qui était sur le point de se faire tabasser par le Bedin, et il devait voir, faire un petit examen sommaire médical pour s'assurer que le gars, il allait tenir le coup. Et donc, si on disait 12 coups, pas plus parce qu'il est un petit peu faible celui-là, tu donnes 13 coups, par exemple, en tant qu'administrateur de Malkout du Bedin, tu viens d'être ouvert un lave. Alors là-bas, on apprend que frapper quelqu'un pour rien, ou frapper quelqu'un quand ce n'est pas nécessaire, c'est un lave. Voilà ce qu'on voit d'ici. Une autre référence, on a déjà eu un chiour complet là-dessus sur Parashat Shemot, c'est concernant Moshe Rabbeinu avec l'histoire de Datan Va'aviran. Si vous regardez, je vais vous montrer le passouk tout de suite. Le verset là-bas, il est très très clair. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est un petit peu plus bas. Le verset, il dit Vayetse bayom hasheni. Moshe Rabbeinu est sorti le deuxième jour. Veine shene anashim evrim nitzim. Il a vu qu'il y avait deux hommes hébreux qui étaient en train de se disputer. Vayomer la racha. Et là, il dit au racha. Donc, il est appelé vraiment un racha. La mataker echa. Et vous vous rappelez le diouk, la déduction de la Gemara. La mataker echa, c'est pourquoi tu as l'intention de frapper ton prochain. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a simplement montré à travers un geste agressif qu'il était sur le point de frapper quelqu'un d'autre. Donc, Datan et Aviran dans notre histoire à nous. Et la Torah, elle qualifie de rachat quelqu'un qui lève juste la main et qui est agressif. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu un pacte, on voit que c'est un problème. Donc, on a deux sources on a la source de l'impact physique qui, elle, vient de la Gemara dans Makot, où là-bas on parle donc de la Gemara. Les psukim qui parlent de l'administration des malkoutes, donc par le Bedin, qu'on ne peut pas ajouter sur ce que le Bedin y fait. Et de là-bas, on apprend, comme Rachid le dit, que en fait, un coup qui est chinam, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas de l'autodéfense, qui est de la pure agressivité, ou un coup, même s'il est légal, mais qu'il est fait par erreur par le Bedin, Azhara les maquettes Havero. De là-bas, on a un lave que tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un. Deuxième source, donc, c'est cette histoire de Moshe Rabbeinu, où là, le concept va plus loin. Lever la main en faisant preuve d'agressivité pour frapper quelqu'un, ça aussi, c'est pas permis. Alors, Rabotai, la Gemara dans Makot, d'Afret, elle vient au nom de Ravina. Ravina qui parle à Rava. Ils ont une discussion là-bas, et Ravina essaie de prouver que Rava a tort sur une certaine chose. Il commence avec un flat statement. Et il écrit, regardez ça, Yatsa ha'av ha'maked beno, un père qui frappe son fils pour le corriger. Harav rodé talmido, le rav qui frappe, donc l'enseignant qui frappe son étudiant. Veshaliach beddin, et l'envoyé du beddin, donc l'administrateur des malkoutes aussi. Ils sont, eux, les trois exceptions de ce lave. C'est-à-dire que si un administrateur du Beddin respecte exactement les coups qui ont été déterminés
par le médecin genre de la cour et qu'il n'a pas dépassé les coups qu'il est supposé donner, lui, il a le droit de le faire parce que c'est une halakha, c'est un psak-din, ça dépend de la gravité de ce qui a été fait. Et comme vous savez, il y a des choses pour lesquelles les conséquences sont malcoutes et d'autres qui sont un petit peu plus graves ou autres. Mais on voit ici qu'il y a deux autres catégories qui se sont ajoutées. La catégorie du père envers son fils et du talmid, donc d'un rav, d'un enseignant, d'un rabbi envers son étudiant. OK? Et la Gemara, elle dit ici, de ilu gamir lav metzave, hashtaname lo metzave. Alors la Gemara dit, attends une seconde, cette histoire, elle a des enfants et des étudiants. S'il n'a pas bien étudié, je comprends qu'on puisse lui administrer quelque chose. Par contre, dans un cas où on a affaire à un enfant qui se comporte bien, ou bien un étudiant qui est modèle, on pourrait par exemple facilement transgresser le lave si on le fera pour rien. Et la Gemara a dit ici quelque chose de surprenant. Regardez ça. Afragav des gamir, même si c'est un étudiant top modèle, mitzvah, de temps en temps c'est une mitzvah d'administrer une petite tape, on va dire. Pourquoi? Parce que ça vient d'un passouk de Shlomo Ameler dans le Michelet. Yasser bincha veyanhincha viten ma'adanim lenafshecha. Donc si tu corriges physiquement ton enfant et tu le corner, comme on dit, et ben viten ma'adanim lenafshecha. Il va te donner du nahat par rapport à ta neshama. Tu auras de la satisfaction de son comportement après en faisant une chose pareille. Très intéressant. D'où l'expression qui aime bien châtie bien. Oui, mais tu vas voir que chez Shlomo Meler, dans le Mishneh, je vais te montrer deux, trois psukim, c'est beaucoup plus explicite. C'est pas juste un proverbe, c'est vraiment un concept de chinour. Alors, c'est pas juste qui aime bien châtie bien, c'est plus. Là, tu n'es pas en train d'aimer bien, c'est pas une petite tape. C'est genre, tu lui mets une baffe carrément, en tant qu'enseignant ou en tant que. Et c'est une mitzvah, même Et s'il est modèle, parce que de temps en temps, ça remet sur le droit chemin, ça a l'air. le Rav Obadia qui donnait toujours la petite tape là comme ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une marque d'affection. C'est une marque d'affection. C'est pas fait. Tu vas voir dans le Rambam, vers la moitié du Shiur, on va voir qu'il y a un mot clé qu'il écrit qui fait que dans certaines situations, malgré qu'il y ait un impact physique et qu'il y ait une tape, c'est pas catégorisé halachiquement comme un coup agressif. Tu vas voir dans quelques instants. Juste ça, patient. Alors, à Botaï, je vais vous montrer quelques psukim qui sont vraiment la base de ce principe. Parce que pour l'instant, dans la Torah, on voit que c'est interdit de faire. La Gemara me dit que c'est une mitzvah et elle me quote cette fois-ci le pasuk dans Mishneh. Alors regardez plus haut ici. Regardez les psukim qui sont rapportés dans le Mishneh. Le premier, il est dans le Perek Yud Gimel. Juste agrandir un peu plus, voilà. Perek Yud Gimel, pasuk Rav Dalet. Alors c'est marqué là-bas. Hoser Shifto, celui qui cache sa ceinture, qui ne l'utilise pas. Regardez ce qu'il écrit Shlomo Ameler. Sonné Beno. En fait, c'est un parent qui haït son enfant, ça. Ve'ohavo shiharo musa. Mais celui qui l'aime, un parent qui, au contraire, fait preuve d'amour, il a pas de problème de temps en temps à lui tomber dessus au niveau moral et même physiquement, ça a l'air. Donc, première des choses qu'on voit, Hoser Shifto, c'est quelqu'un qui n'utilise pas, je ne vais pas dire son arme, vous avez compris, la ceinture, la babouche, peu importe ce que c'est. Et regardez le commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Mi shemonea et shifto, celui qui garde et qui n'utilise pas son bâton, son whatever l'ustensile qu'il a, harao il est hakoto bachevet, qu'on utilise justement pour corriger quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais haper alav, il le couvre tout le temps. Celui-là, il déteste ses enfants. Voilà ce qu'il écrit Shlomo Meler. C'est assez intéressant. Je pense que c'est un principe qui a été abusé par certaines nations, bien évidemment, mais c'est fort de dire quand même, c'est une preuve que ce gars-là, il n'aime pas son enfant. C'est pire, c'est même pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il déteste. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il a sauf. La raison pourquoi, c'est que si tu ne corriges pas, et si des fois tu ne prends pas carrément une approche qui peut même être physique, parce que c'est de ça dont on parle ici, c'est de frapper quelqu'un soit avec un bâton ou avec un ustensile quelconque. Ok? La sof, yetse les tarboutra. S'il n'y a pas eu de correction physique, ça va finir par une rébellion, ça va aller très très mal.
Tarbut Ra'a, c'est vraiment quelqu'un qui quitte le chemin. Et regardez du côté gauche, dans le Midrash Rabbah, on a des exemples de situations où un père a fait preuve de miséricorde démesurée, on va dire, et ça a mal fini pour l'enfant. Alors le premier exemple qu'on nous donne, vous savez c'est quoi? Ishmaël. Regardez, Sheken Matzinu Bishmaël. Shayulo Ga'goïm al Avram. Avram avait beaucoup d'affection pour Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'oridahu. Il n'a pas tellement corrigé physiquement. Yatsa et Tarbut Ra'a. On sait qu'il a dévié pendant une partie. Bon, il a fait Teshuvah à la fin. Ok, il s'est recorrigé, il a recadré le titre. Mais quand même, il y a eu un Yatsa et Tarbut Ra'a. Comme ce qu'on voit dans le commentaire qui est marqué ici. Donc c'est un midrash aussi. Alors ça, c'est une première référence. Regardez le deuxième passeau qui m'intéresse, celui-là. Alors, Yasser bincha ki yesh tikva. Regardez ce que si je traduis littéralement, corrige ton fils parce qu'il y aura des résultats. Il y a un outcome positif qui vient de ça. Il y a une retombée positive. Et ici, Hake bincha veyaseru kasher ataro sheyesh tikva basé sheteyaserenu sheitiv derachav. Si tu estimes et tu analyses la situation, ta conclusion c'est que c'est rentable de corriger physiquement parce que ça va redresser, then you should do it. Et regardez ce qui est marqué. Ve'el hamito altisa nafshecha. Et s'il crie, ou s'il se met à pleurer, ne fais pas attention à ce qu'il fait. Juste vas-y. Et après, il écrit Shlomo Meler, regardez ça. Gedal hema nose onesh. Par contre, si on a affaire à une expression de colère, et un père qui perd le contrôle et qui frappe fort ou qui frappe pour une raison non éducative, qui n'est pas pédagogique du tout, mais juste pour assoupir un petit peu sa colère, Nosé Onesh, celui-là, il va prendre la valise de la punition avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grave ce que tu fais, c'est pas supposé être comme ça, et tu es qualifié d'après Shlomo Meller, Nosé Onesh, quelqu'un qui transporte carrément une transgression. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est grave ce que tu as fait. Intéressant. Alors, Rabotai, on récapitule un petit peu avant d'avancer plus bas. Mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est que dans les psukim de la Torah, on nous parle d'un lave. On a le cas de l'impact avec le Beddin, ok, donc l'administration des coups, des malcoutes dans le Beddin. On a le cas donc de celui qui lève la main pour frapper quelqu'un avec Moshe Rabbeinu. Et on voit au contraire, la Gemara elle-même, elle ramène les psukim que je vous ai montrés dans le Michelet pour dire que, attention, il y a trois cas de figure qui sont différents. Il y a bien sûr le gars du Beddin, donc l'administrateur des coups du Beddin, que lui, il a la permission de le faire, tant qu'il ne dépasse pas le compte. Et on a l'enseignant, donc le rabbi avec l'élève, et le père avec son fils. Et là, Shlomo Melech est allé plus loin, quelqu'un qui n'utilise pas sa ceinture, qui n'utilise pas, peu importe l'ustensile qu'il utilise. Le Moshevet, c'est plus un bâton qui est un petit peu flexible, qui fait pas vraiment mal. Eh bien, celui qui fait ça, sonné Beno, c'est quelqu'un qui haït son fils. C'est assez rough et c'est assez direct comme langage. Et on voit aussi que de l'autre bord, si quelqu'un, par exemple, comme Shlomo Melech le dit, si il estime qu'il y a une retombée positive de, de faire ce qu'il y a à faire et donc de corriger physiquement, eh bien, qu'il devrait le faire et d'ignorer les cris, mais attention, si c'est fait sous l'emprise de la colère, alors là, destructeur. Ça va à l'encontre même du principe. Et Shlomo Melech ne ménage pas ses mots, il dit carrément, tu la verras carrément, c'est une transgression de faire un truc pareil. Alors, Rabotai, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant, et on va parler de je vais vous montrer deux Gmarot intéressantes. Une dans Moed Katan et une dans Baba Kama, où là-bas on parle d'un cas un petit peu différent. La Gemara dans Baba Kama va parler d'un père qui a frappé un enfant adulte à travers un argument ou quelque chose dans ce genre. Et la Gemara numéro 2, elle va parler aussi d'un cas comme ça, mais elle va être beaucoup plus explicite sur les conséquences que le Talmud a prévues et que la Halacha a prévues à travers une situation qui s'est passée. Alors regardez ici. Je vais vous emmener voir ces deux références. Donc regardez ça, on va descendre un petit peu. Alors,
Alors, regardez ça. À Hovel, dans Baba Kama. À Hovel Bivno Agadol, quelqu'un qui a frappé son fils qui est grand et il a eu genre soit un bleu, soit il a eu carrément un dommage physique à travers le coup qui a été donné. Ok? Alors la Gemara, elle dit, elle tranche dans la halakha, on va voir dans la halakha si on suit cette opinion, itenlo miyad. Tu dois payer en tant que père tout de suite, parce que tu as carrément endommagé corporellement ton fils, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si en plus c'est un grand, donc tu dois payer on the spot. Intéressant. Par contre, Bivno Katan, si tu as affaire à un petit garçon et qu'il y a eu un coup qui a été donné, mais ça a été tellement démesuré que soit on lui a cassé un bras ou who knows what happened, Hazve Shalom, regardez ce qui est marqué, il y a Aselo Segula. Vous savez ce que ça veut dire Segula? Ben, tu lui ouvres un compte en banque et tu mets le paiement là-dedans. Quand il grandira, il aura accès. C'est un trust, Segula, dans la chaîne de la Gemara. Un fonds pour le futur adulte. Voilà ce que c'est. Intéressant. Regardez la deuxième Gemara ici. La Gemara, elle parle d'une femme qui est très spéciale, qui n'est nulle autre que la servante de Rabbi Houda Anassi. Alors regardez, c'est intéressant. Euh, Amta Debe Rabbi, la servante donc de Rabbi Houda Anassi. Donc je n'ai pas besoin de vous dire le genre d'érudition que cette femme avait, parce qu'elle a grandi dans la maison du Gadolador. C'est comme si je te dis le secrétaire de Rabbi Avodia Yosef. Vous imaginez un peu à quoi il devait être exposé tous les jours. Ou bien le chamage de Baba Saleh. C'est des gens qui ont vu de la Torah vivante tous les jours, là. Et donc qui viennent avec un bagage de vécu de ce qu'on appelle le shimouche, le fait que tu serves un rave. C'est une application physique même des halachot que tu vois live devant toi. Alors cette femme, elle était très versée. Ok, elle avait beaucoup d'autorité aussi parce qu'elle était exposée justement avec le Gadolador constamment. Hazite lehahu gavra, elle a vu ce gars-là, Dehave Mahel Ivno Gadol, qui a frappé son grand garçon. Amra lihave ahu gavra beshamta, on devrait le mettre en excommunication, ce parent qui a fait ça. Et regardez ce que la Gemara dit, quelque chose de extraordinaire. Pourquoi? Mishum, parce que l'ifne hiver, lotitel mirchol. Tu ne pourras pas mettre un obstacle devant un enfant, ou devant un enfant. Tu peux pas mettre un obstacle devant un non-voyant. C'est évidemment une image, c'est pas juste littéral. Mais dès que tu mets quelqu'un dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de réagir d'une certaine manière et que tu le frames, que tu l'engages, tu le mets dans une situation où tu l'exposes à un issour auquel lui n'est même pas conscient qu'il peut arriver à transgresser, ça s'appelle l'ifne hiver lotiten mirchol. Quelqu'un, par exemple, qui mange pas cachère, tu dis, c'est pas grave, je lui donne du crabe en plus. Tu peux pas faire ça, même si le gars, il s'en fout. Ou tu ne l'avertis pas qu'il est en train de faire quelque chose qui est déviant, ou tu lui donnes accès à cette chose qui est interdite. Dans notre cas, nous, c'est quoi? Vous savez quoi, je ne vous le dis pas. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi l'ifne hiver, l'otiten mirchol, quand un père a frappé un enfant grand? Qu'est-ce qui peut arriver de ça, d'aussi grave? Qu'on compare ça à mettre un obstacle devant un aveugle. C'est-à-dire que l'enfant grand, il va pas être conscient de quoi? De quel issour? Qu'est-ce qu'il peut faire? Répondre. Hazak. Vous allez voir dans la Gemara, ifne hiver l'otiten shol, c'est-à-dire que si tu frappes un enfant grand, tu t'exposes à ce qu'on appelle en anglais retaliation. Il va se défendre et il risque de te faire mal. Et si lui, il te frappe, là c'est grave parce que ça c'est un gros lave. C'est bitul assez qui vous davam, il y a plein Je plein de pense même choses. pas que c'est nécessaire qu'il frappe. Je pense que le fait même de lever la main, juste par réaction, et ce geste-là qui menace de le... Absolument, absolument. Donc c'est pour ça que elle, quand elle a vu ça, elle a dit, mais ce coco là, qui a frappé son fils qui a 40 ans par exemple, il faut le mettre en nidouille, celui-là. Excommunication. Et je vous rappelle que excommunication, c'est quelque chose d'assez grave. Tu peux pas parler au gars, tu peux pas faire business avec le gars, tu peux pas faire d'affaires avec le gars. Le gars, il marche dans le trottoir à droite, tout le monde marche dans le trottoir à gauche. C'est quand même assez, assez rough. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Comment il y avait un mot qu'on employait pour que les Grecs ils faisaient au Starcy, je me rappelle pas du terme là, mais il y a un terme qu'on dit. Ostracizing. Hein? Comment? Ostracisé. Ostracizing. Ostracisé, Ostracisé. voilà. Wow.
Et voilà, c'est un mot. Tu fais le gomel quand tu Et en termines ce berbère, mot-là, je te en jure. berbère, on disait ça à Ouais, en Mizmaz. berbère, exact. C'est du berbère, évidemment. Alors, encore une fois, c'est quand même une conséquence assez grave. Mais là, on dit que si jamais tu frappes un enfant qui est adulte, tu vas le provoquer à donner une réponse physique parce qu'il va se défendre ou il risque d'avoir une réponse, une réaction impulsive et purement émotionnelle et qu'il soit amené à frapper son père. Donc, c'est qui a provoqué toute cette situation? C'est le parent qui devait se contrôler. Il n'aurait pas dû lever la main sur son fils. Très intéressant, Rabotaille. OK? Et ça vient d'où? C'est encore plus intéressant. Ça vient de la femme, OK, qui servait dans la maison de Rabbi. C'est-à-dire que, imaginez-vous ce genre de femme qui connaissait même des halachot qu'on applique dans des cours. C'est-à-dire, les cas de Nidou sont assez compliqués. Et c'est pas évident de dire, OK, on excommunie telle et telle personne. Donc, ça veut dire qu'elle était vraiment bien versée. Mais on a un principe intéressant où on voit encore une fois que même si tu es parent, il y a évidemment des limites et c'est très facile de traverser, de cross, comme on dit, de red line, et de dépasser un petit peu son mandat en tant que parent. Donc tu frappes sous la colère, même un enfant, tu frappes un adulte, tu t'exposes à de l'excommunication, et bien évidemment, s'il y a eu un dommage corporel X ou Y, on te facture on the spot. Et si c'est un enfant, tu ne peux pas lui remettre entre les mains parce qu'il n'est pas adulte, tu vas ouvrir un compte à la Banque Royale. Voilà ce que tu vas faire. Et l'argent du dédommagement, du coup, ben, il va aller là-bas. Très intéressant. Alors, Rabotaï, Michael, oui, est-ce que adulte c'est bar mitzvah? dans la définition théorique de la Torah, oui. C'est-à-dire, dès que tu arrives à 14, 15, mais encore une fois, regarde, on parle d'un cas où, bien évidemment, je pense que ça fait du sens. Un enfant de 14, 15 ans, c'est un grand gaillard déjà, tu vois que déjà il peut répondre, ou même verbalement, il peut répondre, et ça ne peut qu'aggraver la situation. Donc, clairement, frapper un enfant qui est grand, c'est l'ifni hiver l'otitermin shrol, d'après l'Agmara. Et c'est vrai que la définition de l'adulte dans la Torah, c'est quelqu'un qui a dépassé la bar mitzvah. 13 ans et un jour. Intéressant. Alors, Rabotai, ça c'est pour toi, regarde, je viens de le voir dans les références. Rabbi Yom Tov El Ashbili, le fameux, le grand Chacham qu'on appelle le Ritva. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Mamash, c'est pas Gadol Gadol Mamash. C'est pas vraiment un adulte adulte. Akol effectivement, c'est à toi en tant que père d'assess et d'estimer la situation. Si tu as affaire à un enfant qui est quick, qui répond, qui ne sait pas faire, qui a une personnalité très forte, Yesh lahush yatris kenegdo bedibour ou bema'asav. Il peut se rebeller on the spot ou réagir par défense, soit verbalement ou soit genre physiquement. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Afilou lo yehe bar mitzvah. Même s'il n'est pas encore bar mitzvah, mais c'est un enfant impulsif et qui a une forte personnalité qui ne se laisse pas faire, en raoui le haviou l'idemaka. On ne devrait pas paver le chemin pour lui pour l'emmener à une transgression plus grave où il va carrément lever la main sur son père. Ok, donc c'est pas forcément adulte adulte, il dit le Ritva. C'est intéressant. Alors, Rabotai, on va rentrer dans la halakha maintenant, parce que là, on a vu les sources primaires dans le Talmud, on a vu les psukim, on a vu le Ritva, genre avec le commentaire du Talmud classique il y a environ 800 ou 900 ans. Regardez ce Rambam, c'est une halakha, ok? Et il y a un mot-clé dans le Rambam, il y a deux mots-clés en fait qu'on va devoir, qui sont déjà d'ailleurs soulignés dans la référence. Regardez ce qui est marqué. Hilchot Chovel ou Mazik, donc c'est les lois de dommages et intérêts dans le Rambam. Perek Dalet, ok, donc dans le quatrième et le cinquième Perek, Halakha qui est marqué là-bas, regardez ça. Asur le Adam lahbol ben be'atzmo ben be'havero. On n'a pas le droit, en tant qu'être humain, se faire mal à soi-même, ok, donc s'auto-mutiler, s'auto-infliger des blessures, et bien sûr, on n'a pas le droit de faire ça à son prochain. Velo à hovel bilvad, et c'est pas juste celui qui est agressif et qui produit carrément la- la- qui est l'agresseur dans l'histoire, celui qui a commencé la situation. Et la kolamake adam kacher misraël, n'importe qui frappe, quelqu'un qui est kacher, quelqu'un qui n'a rien fait, qui est innocent,
et qui n'est sûrement pas suspecté d'avoir des comportements déviants. Ben Katan, Ben Gadol, Ben Ish, Ben Isha, que ça soit un petit, donc moins que bar mitzvah, grand plus que bar mitzvah, un homme ou une femme, regardez les mots du Rambam Rabotai. Derech Nitsayon. Nitsayon, c'est quoi? C'est de la dispute, de l'agressivité gratuite. Si c'est fait de manière agressive, sans aucun leitmotiv ou motivation quelconque, d'ordre pédagogique ou bien éducative, Harezer au vert, tu viens de transgresser un lota assez qui s'appelle Lo Yosif le Hakoto. Donc celui qu'on a vu dans la Gemara, qui parle des malkoutes dans le Beddin. Et il continue le Rambam, regardez ça, c'est une halakha, ok? Afilu lekbiya yado al havero asur. Même lever la main, c'est interdit. Et bien évidemment, c'est d'où ça vient, ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Alors, Rabotai, on va commencer avec une question très théorique. Ok, très théorique. C'est quoi ces deux mots-là, Derech Nitsayon? Qu'est-ce qu'il essaie d'ajouter le Rambam? Il est en train de dire que, attention, on frappe d'une manière agressive pour se disputer, et il n'y a aucune tendance pédagogique ou quoi que ce soit qui est associée à cet acte. Tu as ouvert le lave, tu viens de transgresser le lota assez en bonne et due forme. Alors regardez la question, Rabotai. Quand le Rambam il dit derech nitsayon, ça veut dire que quand tu le fais d'une manière positive et que c'est pas de manière agressive, c'est dosé comme il faut, avec bien évidemment une pédagogie derrière, soit en tant que parent, soit en tant qu'enseignant, ça serait permis, c'est évident. Et d'ailleurs, on a des psukim qui nous l'ont prouvé dans ce qu'on a vu avec Shlomo Meller, n'est-ce pas? Alors, Rabotai, regardez une question très théorique, très intéressante. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un Rabbi Chaim Mibrisk. Alors, ceux qui étudient le Rambam, ils sont initiés. Le Rav Chaim Mibrisk, donc de la dynastie des Briskeurs, comme on les appelle. Alors, lui, il était très connu pour toujours montrer les deux faces d'une halakha dans le Rambam et rentrer toujours dans des conceptions théoriques intéressantes. Alors, lui, il a une sheila ici. Il dit alors attends une seconde, quand tu frappes de manière éducative, avec une pédagogie derrière, soit en tant qu'enseignant, en tant que père, ou whatever it is, ou même en tant que administrateur du Beddin, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que le fait que, vu que c'est pas un truc agressif, c'est même pas un coup ce que tu as fait, c'est pas catégorisé comme un coup, c'est permis à 100%, ou bien non, c'est catégorisé comme un acte où il y a un impact physique et violent, entre guillemets, mais c'est permis quand il y a une motivation éducative et pédagogique derrière. Je ne sais pas si vous suivez ce que j'essaie de dire. La première approche du Rav de Brisk, c'est de dire, c'est même pas labeled comme un coup, ça. C'est pas, ça s'appelle pas frapper, ça. C'est pas ça que la Torah interdit. Et la deuxième approche dans le Rav de Brisk, comment il comprend ce Rambam, c'est de dire, non, c'est catégorisé comme un coup, c'est sûr, c'est un coup physique, on administre, il y a de l'énergie, on lève la main et tout le kit, mais c'est permis. C'est permis. Est-ce que tout le monde me suit, Rabotai? Vous êtes avec moi? La permission qui est marquée dans Shlomo Contexte. Ameler. C'est le contexte qui change, non? Ouais, mais regarde ce qu'il demande. Lui, c'est une question théorique en termes de droit de halakha. C'est quoi le statut de quelqu'un qui frappe un étudiant ou d'un père qui frappe un enfant? Est-ce que, vu que c'est permis et que c'est encouragé, comme on voit dans Shlomo Meller, est-ce que ça s'appelle pas un coup bichlal? Ça s'appelle pas frapper, ça. C'est permis à 200 à l'heure. Ça s'appelle pas une khabala non plus. Ou bien, pas du tout, ça s'appelle un coup, c'est sûr, parce qu'on le voit physiquement, il y a quelque chose. Mais, étant donné qu'il y a une notion de pédagogie, une intention d'éducation derrière, eh ben, c'est un coup qui est permis. Alors lui, le Rav de Brisk, il essaie de dire que dans Derech Nitsayon, dans ces deux mots que tu as vus dans le Rambam, qui veulent dire quand quelqu'un il frappe de manière, il y a un meilleur mot, belligérante carrément et agressive. C'est ça qui est interdit dans la Torah. Donc par déduction, tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie devient permis. Alors la permission, c'est quoi? C'est que c'est pas catégorisé comme un coup bichlal, ou bien non, c'est un coup, mais c'est un coup qui est permis. Alors regardez comment il le dit dans les mots. Regardez ça, Rabotai. Je vais vous le montrer dans les mots, peut-être ça va plus vous frapper.
Alors, Chidouché Hagaron Rabbi Haim Mibrisk. Alors, Yesh le Hakor im Hutnai be'ahefza. Il faudrait voir ces deux mots-là qu'il a dit le Rambam, Dener Nitzayon, que c'est ça que la Torah interdit, le co-agressif sous l'énervement, etc., ou pour initier une dispute. Il faudrait voir comment la permission elle fonctionne. Les fisés, d'après ça, Haka'a shemuteret kegon shel beddin ha'av hamaket talmido, nishtana behefza shel haka'a. Alors là, la nature du coup a changé, et cet haka'a, ce coup-là, ça s'appelle pas un coup, c'est autre chose. Ou bien la deuxième, c'est quoi? C'est que non, il y a, c'est catégorisé comme un coup, c'est pas shoot, c'est sûr que oui, mais yesh ofanim des moutards les hakot. Il y a des situations où c'est permis de frapper. Et regardez, dans les mots, c'est encore plus, c'est mieux expliqué. Alors, il y a un livre d'un très grand rave. Le Talman, il s'appelle Rabbi Elchanan Wasserman. Ok? Rabbi Elchanan Wasserman, c'était le Talmid du Chafetz Chaim. Donc, c'était son plus grand étudiant. Et malheureusement, il a péri sous l'occupation nazie en Lituanie, etc. Et lui, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Lui, il le dit clairement. Regardez ça. Donc, un Av Hamake et Beno et le Rav Arote et Talmido, lui, il dit c'est comme la Mila. C'est comme une circoncision. Parce que d'après notre compréhension, on ne peut pas provoquer ou administrer un dommage corporel. Mais dans la Mila, évidemment, c'est une mitzvah. Bien qu'on coupe quelque chose, il y a du sang, il y a de la chair qui est enlevée, on retire quelque chose. Alors, il veut dire, le Rav Wasserman, que c'est la même chose ici. Ça s'appelle pas une habala quand un père il corrige son fils et quand un rabbi il corrige son talmid. Pourquoi? Kevan dehu tikun lehanehbal et no habala klal. Parce que ça l'aide à se redresser à ce gars-là cette victime donc, et donc c'est pas un acte destructeur, c'est un tikkun. Étant donné qu'il y a une motivation pédagogique et éducationnelle qui sort de tout ça, et que probablement ça va provoquer un changement. Alors lui, il dit carrément, c'est pas considéré comme un coup. C'est même pas, ça rentre même pas dans la catégorie dommage corporel. Parce qu'en fait, c'est un tikkun. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une réparation comportementale, donc c'est pas un acte déviant. Très Rav, intéressant. moi je dirais, ça me rappelle beaucoup un petit peu la distinction, la nuance entre, dans les 10 commandements, quand on traduit faussement, ou l'otirtsach, ne pas tuer. Tuer, et c'est le vrai terme, c'est plutôt tu ne commettras point un homicide. Donc les deux actes semblent être similaires, c'est la même résultante. Mais l'objet et le comment, si c'est justifiable, change le verbe. Tuer versus assassiner. Ou plutôt commettre un homicide et tuer. Là, c'est frapper. On s'entend, il a frappé l'enfant, il a frappé. Mhm. Mais c'est pour son mieux, il n'a pas endommagé, mais il a frappé. Mais Donc c'est pas c'est pas. frappé selon C'est-à-dire que, encore une fois, si tu l'analyses purement de manière très terre-à-terre et purement physique, tu as toutes les conditions qui sont là. On lève la main, tu as de l'énergie qui va passer à travers le muscle et ainsi de suite. Et il y aura un impact quand tu vas gifler ou quand tu vas frapper, peu importe où tu frappes, etc. etc. Mais là, le hidouche du Rav de Brisk et de ce qu'il dit le Rav Wasserman, c'est que regarde, des fois, si c'est fait pour les bonnes raisons, halachiquement, statut au niveau du droit, c'est même pas, ça s'appelle pas un dommage corporel, ça s'appelle pas un acte de violence. Pourquoi? Parce que ça redresse, ou bien parce que c'est permis. Il y a deux manières de le voir. Alors, en général, la majorité des penseurs que vous allez retrouver dans la halakha, ou dans notre cas à nous aussi, le Rav de Rabbi Moshe Feinstein, alav shalom, et même Rabbi Ovadia, dans le Yalkut Yosef, je vais vous le montrer dans quelques instants, il a écrit sur ça. Ils ont tous été avec la deuxième compréhension dans le Rambam, qu'on n'a pas changé le statut physique du coup. Ça reste un coup, mais c'est un coup qui est permis. Parce qu'on ne peut pas évacuer, on ne peut pas carrément ignorer la dimension physique de l'acte aussi, et que c'est pas juste l'intention qui va transformer physiquement l'acte. Ça, c'est très dur de dire. Mais l'acte est un acte qui est de nature, avec l'impact et avec une forme d'énergie et qui a une forme de violence, mais c'est permis dans ce cas-là. Alors, on peut le dire comme ça, c'est permis, pourquoi?
parce que le outcome et parce que la conséquence positive, quand c'est fait comme il faut, va nous emmener justement vers un recadrage de tir et une correction de la victime. Donc, c'est pas à sourd. Alors, Michael, oui, j'écoute. j'ai la raison to hit is what exactly? Parce qu'il a fait une avéra, il a pas fait Shabbat, il a pas mangé kasher. Like, what's the pretext? C'est très général dans les versets de Shlomo Amelech. Il ne rentre pas dans les détails de quelle transgression on parle. On parle juste d'un acte qui est déviant. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une avéra qui est un lave, ça peut être un manque de respect, ça peut être n'importe quoi. On a même vu dans Shlomo Amelech et dans la Gemara, on a vu que même s'il n'a rien fait, de temps en temps, une petite tarte, ça fait beaucoup de bien. Carrément, on a vu ça dans le Talmud. Alors, on va discuter maintenant, est-ce que c'est applicable de nos jours ou pas? On va parler de ça dans quelques instants. Mais pour l'instant, on voit que la raison n'est pas. On compte sur le jugement de l'adulte, donc du père, pour justement justifier que c'était nécessaire. Intéressant. Alors, à Botaï, dans la halakha, je vais passer très rapidement, juste pour vous montrer des cas. Euh, le Shulchan Aruch, il a l'air de prendre, et le Rambam aussi, ils ont l'air d'aller directement avec les psakim qui sont marqués dans la Gemara, sans aucune restriction. C'est-à-dire que ils prennent vraiment le texte tel qu'il est écrit, tel qu'il est écrit tel qu'il est écrit carrément dans la Gemara. C'est-à-dire que la halakha, elle est appliquée là-dessus sur le terrain de la même manière. Alors regardez ici. Je vais vous le montrer très rapidement avant qu'on passe à qu'on continue dans notre analyse. Regardez ici, Shulchan Aruch. Asur le Adam le Akot Havero, tu n'as pas le droit. Hamerimiad al Havero le Akoto, même la chose que le Rambam. Si jamais tu fais ça, eh ben, même lever la main sans qu'il y ait un pacte, c'est déjà un gros problème et tu es catégorisé comme un rachat déjà. Et regardez plus bas ici aussi. Chenadin be'adam aroe had misrael make Havero. Si tu vois quelqu'un qui est en train de se disputer et que ça finit avec une altercation physique. Eno yachol yatzilo imlo sheyake ammake. Et la seule manière que tu peux le sauver, c'est que toi-même tu tabasses l'agresseur. Yachol akoto. Pourquoi? Kedele afrosho misura, pour le retirer du issour, qui risque de faire soit d'être mehabel, donc de dommager corporellement la victime, ou carrément d'arriver à une situation où par exemple, ça pourrait atterrir carrément à ôter la vie de la victime. Et regardez ici. Le Shulchan Aruch, il pose ça comme ça, c'est extraordinaire, quoi. À Hobel Bebanav à Gedolim, quelqu'un qui a endommagé corporellement ses enfants adultes. Ok? Alors là, le Shulchan Aruch, regardez qu'est-ce qu'il dit. Im enam somchim al shulchano noten lahem miyad. Si ils sont indépendants, ils sont dans leur appartement, ils ne comptent pas sur les ressources financières du papa, tu payes on the spot pour la compensation. Intéressant. Vers Ketanim, et si c'est l'inverse, il compte sur toi, ou bien si c'est un enfant qui est pas adulte, il karkarkar benizekin, eh bien, tu as qu'à faire un investissement de quelque chose qui va lui revenir plus tard. Alors, lui donne un exemple, achète un terrain, achète un appart, ou ouvre un compte en banque, une ségoula quelconque. Très intéressant comme idée. Mais on voit que le Shulchan Aruch tranche dans la halakha exactement comme la Gemara, ce qu'elle a suggéré. Regardez cette halakha aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez ça, Rabotai. Alors, regardez. Oui, Laurent, je t'écoute avant que je passe à autre chose. Vas-y. Est-ce que d'aller opérer son enfant et d'aller donner un coup de bistouri à son enfant, c'est considéré comme donner un coup? Non, c'est un tikkun, c'est sûr. C'est comme ce qu'il disait le Rav Wasserman, ça. Parce tu es en train d'arranger quelque chose. C'est une habala pour arriver à une Ouais. correction. C'est sûr que ça marche, hein. Pas un problème. Moi, je crois que la notion la plus intéressante, Mhm. c'est l'approche par le tikkun. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va d'abord s'intéresser au tribunal rabbinique. Il y a eu un méfait, il y a eu quelque chose. Le tribunal rabbinique condamne la personne à recevoir des coups parce qu'il considère que c'est la meilleure façon qui est réparation. Mhm. Quand tu es enseignant ou quand tu es parent et que la personne dont tu prends soin
Mhm. tu dois la remettre dans un état où effectivement, comme tu la respectes, comme tu veux son bien, tu Mhm. considères qu'à un moment, c'est un moyen, c'est juste un moyen. Et d'ailleurs, tu as précisé qu'on ne peut pas le faire avec énervement, on ne peut pas le faire comme gourou, on ne peut pas le faire parce que, on n'en peut plus puis qu'on frappe son gosse. Non, il doit y avoir de la retenue, même si ça nous fait mal. Parce qu'on peut imaginer que dans la relation, tu aimes ton élève, tu aimes ton enfant, et donc le frapper, ça te blesse parce que c'est quelque chose que tu aimes. Mais tu le fais pour son bien. Et donc tu le fais pour le Absolument. réparer par rapport à ce à quoi il aspire. Et une fois que tu as compris cette notion de tikkun, Mhm. bah, tout le reste en découle. C'est assez simple finalement. Le seul Et puis il y a un problème, autre c'est élément qui est que important, c'est que c'est quand même une créature de Dieu. Donc si c'est une créature de Dieu, c'est pas à toi de, de la dégrader, de la détériorer, de l'abîmer, de faire tout absolument, ce qui absolument. pourrait être. Mais Donc encore une une fois, fois que tu as compris ces deux éléments, à mon avis, ça dépend- répond à beaucoup d'éléments. tout va dépendre du trust et de la confiance que la Torah accorde à un adulte normalement constitué, qui normalement, alors je vais vous choquer Rabotai, vous savez que j'ai écouté ça de plusieurs Rachei Yeshivot, mais dans la Torah, un gars qui s'énerve, mais c'est pas quelque chose de normal. Nous, on grandit dans Non, des ça marche pas. sociétés Non, ça où de marche pas. temps en temps, tu sais, tu as une perte de contrôle et Non, que ça c'est marche pas. acceptable. Écoute, on n'est pas des anges. Combien de fois tu écoutes des discours comme ça? Mais dans la halakha, c'est comme si tu dis, écoute, la vérité, s'énerver, c'est comme si tu as volé. De temps en temps, c'est permis. Jamais quelqu'un va te dire un truc pareil. Parce que j'ai un coup de folie, j'ai le droit de voler. N'importe quoi, c'est pas vrai. Alors, dans la halakha, et j'ai vu ça chez plusieurs gdolim, je me rappelle une fois, j'étais dans un cours où on parlait de la dynamique de couple, et le rav qui donnait le cours, il disait, mais comment un mari s'énerve avec sa femme? Mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment c'est déviant à 200 à l'heure. Alors, moi, je vois ça, je dis, bon, ce qu'on va dire, nous, comment est-ce qu'on va réagir? Parce que c'est sûr que moi, je me parle moi le premier, combien de fois on glisse avec ça? Et qu'on manque de patience avec les êtres qui nous sont les plus chers finalement. Mais tu as raison de pointer que dès que tu réfléchis 2 minutes et tu te dis toujours, est-ce qu'il y a un outcome? Ça, je tiens ça d'un grand Rav Isaac Letov, Ouais, Rav ouais, Amoraï, je suis le d'accord. Rabbi Singer. C'est l'ancien à Hebrew Academy. Il m'avait dit une fois, il y a quelques années, il m'avait dit, avant de t'énerver en tant qu'enseignant et de donner la punition et les conséquences et Hmm. d'appeler les parents et tout le Bataclan, là, la grande weaponry, comme on dit, pose-toi toujours la question, est-ce que je vais gagner dans l'histoire par rapport au développement de l'enfant, oui ou non? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Et quand tu y penses, c'est vrai que ça prend d'abord un renouveau de conscience dans une situation qui est stressante et de ne pas se laisser aller, c'est vrai, mais la vérité, c'est quelque chose qui est magique Mais parce que oui, Dès bah que oui. tu, dès que tu perds pas ce fil, et même, je vais vous donner un exemple, même des fois quand on fait des remontrances. Par exemple, il y a un gars qui n'arrête pas de parler à la choule. Mais tu sais très bien que si tu lui dis chut, et tu lui fais la chouma capitale devant tout le monde, tu sais très bien que Ça ça marche. va aller pire. Mais des fois, avec certaines personnes, ça marche. Le gars, il s'est pris une belle, tu sais, Et c'est pour ça que je trouve l'idée de tikkun est vraiment pénétrante, au sens Ouais, ouais, où bien sûr, si absolument. ce que tu dois faire doit apporter plus de bien que de mal. Absolument, Et donc, absolument. tu vois, le truc classique, quelqu'un de proche, un enfant, un ami, a fait quelque chose qui vraiment t'énerve. Et tu sais que si tu lui dis, ça va pas s'arranger. Et en fait, la question, c'est tu dis, comment je vais lui dire, comment je vais être amené à changer son comportement sans le blesser, de manière à ce que ça change. Parce que tu penses que c'est important que ça change. Et plus ils sont grands, plus ça devient difficile. Absolument, absolument. Je vais te raconter une situation qui m'est arrivée aujourd'hui, ok? Un petit peu similaire. Il y a quelqu'un qui m'a fait une petite bourre là au niveau d'une transaction commerciale. C'était tellement frustrant que sur le champ, je me suis un petit peu lâché. Je lui ai envoyé un vocal. Ça m'a fait du bien, mais je l'ai delete tout de suite après parce que d'abord j'ai vu qu'il n'a pas écouté. Et je me suis dit, attends une seconde, mais ça va rien arranger. Le gars, je vais le frustrer encore plus et je vais ajouter de l'huile sur le feu. Exactement. C'est Bah vrai ouais. que ça m'a fait du bien, je me suis lâché. Mais hacham, c'est pas ça le point. Le point, c'est que tu veux régler un problème, trouver une solution et aller de l'avant. Si tu t'es juste lâché les nerfs et tu te sens bien, c'est Ça marche très pas. égoïste, tu n'as rien résolu. En tout cas, guys, je vais avancer parce j'aimerais vous montrer des choses intéressantes. On va sûrement dépasser un petit peu l'heure là. Alors regardez ici, Rabotai. Deux psakim du Shulchan Aruch très intéressants.
Alors, Hamake Livno Gadol, Hayumenadinoto, celui-là, il va aller en nidouille. Tu as frappé, comme la Gemara l'a dit avec la servante et le majordome, de butler, comme on dit, de Rabbi Yehuda Anassi. Il mettait les gens en nidouille quand ils voyaient ça, les chachamim de la ville. Et regardez celui-là. Ça, c'est une halakha très intéressante. Regardez ça. Afilu tinok she'eno mevin likrot. Même un enfant que tu vois, il traîne la patte, il n'arrive pas à lire proprement et il est vraiment perdu. Lo yesalkuhu misham, ne l'enlève pas de la classe, celui-là. Pourquoi? Et la yeshev ima acherim, qui s'assoit avec les autres. Pourquoi? Ou la yavin, peut-être qu'il va comprendre. Intéressant. Alors aujourd'hui, on retire les enfants des classes, on les met dans le 1. C'est pas pachou de dire que c'est la meilleure solution. Et l'immersion dans la classe et la dynamique du groupe social risque de provoquer une ouverture à un moment donné intellectuelle chez l'enfant. Mais la chose à faire, c'est de ne pas l'enlever. C'est pas forcément une bonne chose. Donc, Rabotaï, vous savez que toutes ces notions qu'on retrouve en éducation aujourd'hui, ce qu'ils appellent le streaming, tu fais des groupes qui sont homogènes au niveau du même niveau. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. C'est vrai que c'est plus dur pour un enseignant de naviguer avec des différents niveaux. Mais la vérité, c'est que ça crée une compétition naturelle, comme dans un marché avec de l'offre et de la demande, et il y a une amélioration environnementale, naturelle qui va se provoquer, et sociale, du fait que tu mélanges les niveaux. C'est intéressant. Et ici, c'est marqué Lo yake oto hamelamed makatoyev moussar arzari. Attention, monsieur l'enseignant, tu n'as pas le droit de frapper pour rien. Une frappe qui est arzari, ça veut dire qui est cruelle. Tu n'as pas le droit de faire ça. Très intéressant. Alors, Rabotaï, on va conclure maintenant. Ça va nous prendre une histoire comme peut-être 10 minutes. Là, je vais vous montrer des références intéressantes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont raison, les goïms, d'avoir criminalisé carrément la correction physique dans les écoles? Moi, je sais pas pour vous, je veux pas être graphique, mais je me suis mangé des tartes, moi, quand j'étais au primaire et au secondaire. Et j'avais des profs, je vous dis franchement, j'ai pas peur de dire, j'ai très peur pour leur olamaba. On avait des profs, c'était des tarés, ils étaient sadiques, c'est pas possible, pour rien. Des fois pour rien, c'était vraiment de la pure satisfaction de colère, finalement. Alors, c'est vrai que ça a disparu, c'est vrai que c'est illégal. Aujourd'hui, tu te retrouves en tôle. Tu peux te retrouver avec une action judiciaire contre toi si tu fais ça. Et il y a même, si je me rappelle bien, on a criminalisé la fessée démesurée en France, si je me rappelle bien, il y a quelques années. Il y a 2, 3 ans, je me rappelle, j'avais vu ça à TF1 une fois. Ils ont fait passer la loi, carrément. Un parent qui abuse et qui frappe un peu trop son enfant pour rien, à un point où ça finit mal, ben, et je ne parle pas d'un cas où tu l'as blessé ni rien du tout. Ça va. On ne parle pas d'un abus physique ou qui est complètement déviant. On ne parle pas de ça. On parle juste d'une fessée. Alors, vous allez voir que dans la halakha, c'est pas évident de dire que c'est pas une. En tout cas, tu vois dans les sources talmudiques et dans le Shulchan Aruch qui date d'il y a 500 ans et le Rambam d'il y a 800 ans, que carrément c'est une bonne chose à faire, mais on parle des cas qui sont interdits. Mais aujourd'hui, Rabotaï, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, tu frappes un enfant, 5 000 $ de thérapie. Aujourd'hui, tu frappes un enfant, tu frappes un peu trop, ou de manière qui est complètement pas justifiée, bah, tu sais, 2, 3 fois, là, tu as cassé la notion de confiance en soi, d'estime de soi, c'est par terre, là. Et va t'amuser après à reconstruire tout ça. Alors, est-ce que les Gdolim, les grands de l'éducation au niveau de la Torah, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont d'accord avec le principe? Ou bien, non, même dans les yeshivot, ça continue de temps en temps, ou pas du tout. Alors, vous allez voir, Rabotai, je vais commencer avec une référence qui vient d'un très grand Rav Ashkenaz, qui n'est nul autre que le Rav Manshach, qui était le grand Rav du monde Ashkenaz dans les années 90, juste avant les années 2000. Et lui, regardez un quote, c'est une histoire qu'il a racontée carrément. C'est une sheila que quelqu'un lui a demandé à la va-vite, quand il était à la yeshiva. Regardez ça, très intéressant. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors, voilà. Alors, le Rav Manshach, regardez qu'est-ce qu'il dit. Shamati shemaran hagaon Manshach, zecher tzadik vekadosh livracha, amar le ma'en dehu, qui param haya efshar leakot et haelet. Lui, il dit la vérité, dans la génération d'aujourd'hui, c'est pas une très bonne idée de faire ça.
Il parle de quelqu'un qui est en Israël. Hein. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Hayom, ibtinten lo makot, si tu frappes un étudiant de yeshiva aujourd'hui, les mahorat et yal sefatayam. Il va aller à la plage le lendemain. Tu vas provoquer une rébellion pour rien. Ça marche pas aujourd'hui. C'est pas une bonne chose à faire, carrément. Et plus bas, il y a c'est un ramassis un petit peu de grands rachamim qui ont analysé la situation. Alors regardez ça c'est intéressant. Alors, donnez-moi un instant, je vais juste retrouver ma page pour vous lire qu'est-ce qu'ils écrivent. Alors, regardez ça, Rabotai. Bedorenu, dans notre génération aujourd'hui, Hahaka'a alula liavi yoter nezek mitoelet. Il semblerait que statistiquement parlant, une correction physique, elle va emmener plus de dommages que d'avantages. Elle va pas forcément redresser la situation, elle va l'empirer. Le Rav Shlomo Wolbe, que vous connaissez, qui était un grand mashkiach, il a écrit un livre qui s'appelle Zeria ou Binyan, planter et moissonner en chinour, il a écrit. C'est un livre que j'aime bien, un petit contraste comme ça. Et lui, il va avec la même approche. Il dit que c'est pas la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit plus bas. Regardez ça, Rabotai. Bedorot Akodmin, dans les générations d'avant, on parle juste d'il y a 20 ans ou 30 ans. Haya Matsav Shone, la situation était différente. La Yeladim Haya Yoter Koach Sevel, les enfants avaient plus de résistance. Ils étaient plus forts de caractère et c'est pas possible. Et aujourd'hui, Aval Kayom, Kola Avira, Hi Avira Shel Hitmaredut. Mais aujourd'hui, on a carrément de l'énergie de rébellion dans l'air. Et si on pousse le bouchon trop loin, ça peut prendre une ou deux erreurs malheureusement, on va se retrouver avec une catastrophe entre les bras, avec quelqu'un qui veut rien entendre de personne et qui va probablement reproduire la même chose. Alors, il écrit ici, les Fe'erech Hador Shelanu, d'après l'analyse de nos générations aujourd'hui, Amit Ayefin Be'avia Mardanit, qui sont en train d'évoluer dans une tendance et une ambiance de revendication d'autorité, de rejet d'autorité, de rébellion et de on sait tout. Haka alula ligrom la nezek rav yoter ma toelet. C'est presque sûr que frapper, ça va emmener plus de dommages que de bienfaits. Et donc, ce grand rave ici, il a l'air de dire, comme les autres dont je vous ai montré, il a l'air de dire que c'est pas du tout quelque chose qui est suggéré aujourd'hui. Et même avec un parent, est-ce qu'il faut le faire? Alors, moi, j'ai écouté une fois d'un grand rave qui disait que, à la limite, pour un parent, il faut bien sûr, bien évidemment faire attention. Laurent, je m'excuse, il y a encore ta main qui est là. Tu as une question avant que j'avance? Ou c'est la main de tout à l'heure? Ouais. Bon, c'est la main de tout à l'heure, parce que sinon tu m'aurais répondu. En tout cas, si on va avec cette approche, j'ai entendu d'un rave qui a lui-même entendu du Stapler Rove. Donc le Stapler Rav, Rabotage, c'est le rave, c'est le père de Rabbi Chaim Kanievski, Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Donc c'est une sommité dans le... Et lui, il aurait dit une fois que la vérité, tu n'es pas obligé de frapper, tu n'es pas obligé de faire mal, mais tu peux juste faire une petite mise en scène, mais encore une fois, ça doit être ciblé. Et le moins de fois que tu le fais, le plus c'est efficace. En d'autres termes, si la fréquence de la correction ou des cris, les cris c'est le pire à Botaï. Je ne vous ai pas montré ça, mais il y a des cas où, par exemple, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites même dans le monde Goï, où on est arrivé à prouver à travers des études que les enfants ont plus peur des cris que des coups. C'est plus terrifiant pour un enfant, la voix qui est forte, ou quelqu'un qui a l'air de s'énerver. Ça fait plus peur, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, le Stapler Rav, il disait, ben écoute, if ever, en tant que parent, tu dois le faire, essaie de le faire juste une fois, mais pick and choose your battle, c'est-à-dire prends un exemple qui est l'occasion du siècle, et bien évidemment, tu fais pas mal, tu t'assures que tu connais ton enfant et tu sais très bien
qui va bien le prendre et et que ça va pas finir avec une rébellion ou avec des dommages encore plus graves. Mais dans certains cas, si c'est nécessaire, le faire juste une fois dans la vie d'un enfant, ça peut être quelque chose qui est valable et qui est à considérer. Mais en majorité des cas, ça prend d'abord un père ou un adulte qui est vraiment en contrôle et qui est capable de carrément jouer comme un acteur, qu'il est disappointed, qu'il est déçu et que peu importe. Et c'est pas évident de dire ça. Et c'est pas évident non plus de déterminer, surtout dans notre génération, est-ce que c'est un cas valable? Est-ce que c'est le scénario typique où ça va vraiment provoquer quelque chose? Alors en général, ils ont l'air tous de s'entendre. La résistance à la correction physique, aujourd'hui, elle a énormément baissé. Et ça vient d'un désordre qui est sociétal. Les valeurs dans le monde goth qui sont complètement perdues, ça affecte évidemment les communautés juives qui habitent soit ensemble en Israël ou bien même dans la diaspora. On est influencé par ça, qu'on le veuille ou non, on le réalise pas. Mais aujourd'hui, ils ont l'air de tous s'entendre que c'est pas la meilleure des choses à faire et que c'est très probable de dire que c'est interdit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les dommages dépassent les gains. Et donc, ça vaut pas la peine. Et aujourd'hui, par exemple, tu sais, juste un petit coup de fil à un parent en tant qu'enseignant, ou carrément le fait que tu changes d'approche avec lui et que tu dis la vérité, tu m'as tellement déçu, j'ai même pas envie de te parler. Ou des choses comme ça qui n'ont. Et ça marcherait aussi avec les enfants aussi. Ce genre d'exclusion psychologique où on joue un petit peu pour faire réaliser à l'enfant qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est des choses qui portent leurs fruits aujourd'hui. Enlever des privilèges ou des trucs comme ça. C'est pas évident de dire que la babouche et la ceinture, ça marche à tous les coups. C'est pas évident de dire ça aujourd'hui. Alors en conclusion, Rabotaï, on est devant un phénomène intéressant, c'est qu'encore une fois, on est dans une zone grise, comme d'habitude. C'est jamais la vérité dans la Torah et la vérité en général, comme Hachem nous la présente, comme Moshe Rabbeinu nous la présente, c'est pas quelque chose d'absolu. La vérité, c'est quelque chose qui change avec les générations et c'est quelque chose qui change avec les besoins de la génération. C'est ça la définition que la Torah a de la vérité. Et je vous donne une preuve qui vient pas de moi, du Rav Dessler, quelque chose d'incroyable. Le Rav Dessler, il se pose une question théorique. Vous savez qu'au début de l'impression, il y a 500 ans, et jusqu'à même il y a 150, 100 ans, avant que l'impression laser fasse surface, vous savez que très souvent, mais c'était des livres qui étaient imprimés un petit peu n'importe comment, et très souvent, il y avait des erreurs. Et des fois, vous savez, dans un mot en hébreu, tu enlèves un vav, tu ajoutes le resh, il a l'air d'un vav, ou tu as un autre mot, mais ça change toute la loi. Alors le Rav Dessler, il a une question très intéressante. Il dit, mais comment Hachem il peut permettre ça? C'est pas possible. Comment Hachem il peut permettre qu'on transgresse une loi à cause de ce qu'on appelle un ta'ut sofer, une erreur d'impression, et que pendant peut-être 50, 40, 100 ans, étant donné que la version elle était erronée, qu'il y avait une erreur d'impression, la loi a changé à cause d'une erreur, mais comment Hachem il peut permettre un truc pareil? C'est vrai qu'on a le libre arbitre, mais de changer la loi et d'engager toute une génération vers une erreur qui émanerait d'une impression, c'est difficile à croire qu'Hachem ne va pas intervenir pour essayer de... Alors le Rav Dessler, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que c'est peut-être cette génération, ce qu'Hachem attendait de cette génération, c'est de ne pas faire attention à cette halakha. C'est que les besoins de cette génération ou de la communauté ou who knows what, à ce moment donné, c'était de faire cette erreur pour ne pas justement. Donc on voit qu'il y a la même idée, c'est-à-dire que la vérité, c'est pas quelque chose d'absolu, Rabotai. C'est quelque chose qui est ambivalent et c'est quelque chose qui est comme un caméléon, qui va changer dépendamment avec le. Et ça, Shlomo Melech, il a dit de manière très simple. Hanoch Nahar, les filles d'Arko, il n'y a pas de recette miracle avec l'éducation. Il n'y a pas de recette miracle avec une loi qui est noire et blanche et qui avance et qui est. Non, ça marche pas comme ça. C'est toujours des zones grises parce que justement, on prend toujours en considération les besoins de la génération et ce qu'Hachem il demande de cette génération. Si elle n'est pas capable, ben elle n'est pas capable. Alors on baisse la barre. Pourquoi? Ah, mais on change la... Non, monsieur. C'est de la vérité, ça aussi. Parce que c'est du custom-made par rapport à la notion et par rapport au niveau que quelqu'un a à un moment donné.
En tout cas, voilà, messieurs, je vous laisse. Alors, encore une fois, je pense qu'on a plus ou moins survolé en 1 heure de temps, vous savez, c'est pas évident. Ça, c'est on passe très rapidement des références et tout, mais au moins, on a un overview. On comprend les sources de l'interdit, on comprend ce qui est permis, on comprend comment on peut s'adapter avec la réalité d'une génération ou d'une clientèle ou d'une population à un moment donné. Et ça ne nous fait que renforcer de voir comment la Torah, elle est incroyable. Et que les gens, Bémet, je me sens mal de dire ça, mais j'ai obligé de le dire de temps en temps, n'est-ce pas? Il faut dire les choses véritables, n'est-ce pas? De temps en temps, hein, même si c'est pas absolu. Ça fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui n'ont même pas ouvert de leur vie un livre de Talmud ou un livre de Halacha ou un livre de pensée juive et qui pensent déjà que c'est une connaissance qui est archaïque. Bon, c'est des stéréotypes qui sont bidons, évidemment, mais ça fait de la peine de voir que des gens, des fois, à travers la remise en question spirituelle que ça provoque d'avoir accès à ce genre de connaissances, ils ne veulent même pas y toucher parce qu'ils ont très peur des changements qui vont arriver. Ou bien, hein, ils ont très peur de réaliser que toute leur vie, jusqu'à ce moment-là, ils ont perdu leur temps. Ça fait mal. Mais ça fait un petit peu, ça fait un petit pincement au cœur de voir que certains juifs, probablement, ou j'espère que ça va changer, ne seront probablement jamais exposés à ce genre de connaissances à cause de leur fermeture d'esprit, à cause de leurs stéréotypes bidons. Ça fait mal au cœur. Mais en tout cas, Baruch Hashem. Voilà mes chers amis. Alors je vous laisse. Passez une excellente soirée. On se voit demain. On a un shiur de Gemara, comme d'habitude. By the way, je vais le poster. C'est très possible que le shiur de Gemara demain, j'ai plein de réunions à l'école. C'est possible qu'on le fasse à 11h30. Donc je mettrai un message pour vous avertir. Qu'est-ce qu'on Voilà fait messieurs, des bonne soirée. falakas? Hein? Qu'est-ce qu'on fait des fameux falakas? Et voilà, il faut repenser. Il faut repenser bien à 2 fois. Voilà messieurs, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Laila Tav, merci beaucoup. Ouais. Allez, Tודה. au revoir.